C'est la première nouvelle ville construite en Amérique depuis, je pense, plusieurs décennies. Du moins, c'est ce qu'on me dit. Et c'est un nom très cool. Il porte ce nom parce que c'est là que nous allons développer la technologie nécessaire pour amener l'humanité, la civilisation et la vie telle que nous la connaissons sur une autre planète pour la première fois en 4 milliards et demi d'années d'histoire de la Terre. Alors, regardez cette petite vidéo. C'est comme ça que ça a commencé, avec pratiquement rien. Starbase a commencé comme un simple banc de sable. Avec rien. Même ces petites choses que nous avons construites, évidemment. C'est la fusée originale de type Mad Max. C'est là qu'on découvre que l'éclairage est très important pour cette fusée Mad Max. Il n'y avait pratiquement rien ici, il n'y a pas si longtemps. Et en l'espace d'environ 5 ou 6 ans, grâce au travail incroyable de l'équipe de SpaceX, nous avons construit une petite ville. Et nous avons construit 2 aires de lancement gigantesques et une usine de fusées gigantesque pour une fusée gigantesque. Ce qui est génial, c'est que pour tous ceux qui regardent cette vidéo, vous pouvez en fait venir visiter, car toute notre installation de production et notre site de lancement se trouvent sur une autoroute publique. Ainsi, quiconque vient dans le sud du Texas peut venir voir la fusée de très près et voir l'usine. Quiconque est intéressé à voir le plus grand objet volant sur Terre peut venir ici quand il veut, et simplement rouler sur l'autoroute publique pour le voir. Ce qui est plutôt cool. Ensuite, nous progressons jusqu'où nous en sommes maintenant, Starbase 2025. Nous sommes maintenant au point où nous pouvons produire un vaisseau environ toutes les 2 ou 3 semaines. Nous ne produisons pas toujours un vaisseau toutes les 2 ou 3 semaines, parce que nous apportons des améliorations de conception. Mais à terme, nous visons la capacité de produire 1000 vaisseaux par an, soit 3 vaisseaux par jour. C'est donc là que les choses en sont maintenant. Je suis debout dans ce bâtiment. C'est notre aéroglisseur. Rire. Nous conduisons un propulseur sur la route jusqu'au site de lancement. Vous pouvez voir la méga baie. Et comme je l'ai dit, ce qui est cool pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est que vous pouvez littéralement venir ici, descendre la route, et le voir. C'est la première fois dans l'histoire que cela a été possible. Donc, toutes ces choses cool, cette route sur la gauche là-bas, cette autoroute est publique, et vous pouvez simplement venir ici et la voir. Ce que je recommande de faire, je pense que c'est très inspirant à voir. C'est notre Gigabae, où nous étendons la production et l'intégration pour produire 1000 Starships par an. Eh bien, oui, ça n'a pas encore été construit, mais nous sommes en train de le construire. C'est une structure vraiment énorme. Ce sera l'une des plus grandes structures, je pense, à certains égards, la plus grande structure du monde. Et c'est conçu pour 1000 Starships par an. Nous construisons également une Gigabae en Floride. Donc, nous aurons 2 installations, une au Texas et une en Floride. Il est en fait difficile de mesurer la taille de ces bâtiments, car vous avez besoin d'une sorte d'échelle humaine. Lorsque vous voyez à quel point un humain est petit à côté de ce bâtiment, vous réalisez à quel point il est énorme. Ainsi, lorsque nous comparons notre production, les véhicules par an, et vous regardez Boeing et Airbus qui fabriquent des avions, Starship fabriquera à un moment donné probablement autant de Starships pour Mars que Boeing, et Airbus fabrique d'avions commerciaux.
Donc c'est vraiment à une échelle énorme. Et chaque Starship aura une capacité. Chaque Starship est plus grand qu'un 747 ou un A380. C'est vraiment énorme. En ce qui concerne les satellites Starlink, les satellites de version 3, nous en fabriquons de l'ordre de 5000 par an, et peut-être à un moment donné, près de 10 000 par an. Et ces satellites Starlink V3 ont chacun la taille d'un 737. C'est assez grand. Cela se compare au bombardier B-24 de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, c'est encore petit comparé à Tesla. Et Tesla fera probablement le double ou le triple de ce volume à l'avenir. Donc ça remet les choses en perspective, c'est-à-dire qu'il est en fait possible de construire un grand nombre de vaisseaux interplanétaires. Et même lorsque vous comparez les choses du point de vue du tonnage, Tesla et d'autres constructeurs automobiles produisent toujours un tonnage de fabrication beaucoup plus complexe que SpaceX. Ce qui en réalité signifie que c'est très réalisable. Ces chiffres, bien qu'incroyablement élevés selon les normes spatiales traditionnelles, sont réalisables par les humains, car ils ont été atteints dans d'autres industries. Les progrès sont mesurés par la chronologie de l'établissement d'une civilisation autonome sur Mars. C'est ainsi que nous mesurons nos progrès ici à Starbase. Donc, à chaque lancement, surtout au début de Starship, chaque lancement consiste à apprendre de plus en plus sur ce qui est nécessaire pour rendre la vie multiplanétaire et pour améliorer Starship au point où il pourra emmener finalement des centaines de milliers, voire des millions de personnes sur Mars. Idéalement, nous pouvons emmener quiconque souhaite aller sur Mars et apporter tout l'équipement nécessaire pour rendre Mars autosuffisante, afin que Mars puisse se développer seul. Dans le pire des cas, arriver au point où la fourche fondamentale du chemin pour le destin humain, c'est que Mars puisse continuer à se développer, même si les vaisseaux de ravitaillement de la Terre cessaient d'arriver pour une raison quelconque. À ce moment-là, nous aurions atteint une résilience civilisationnelle, où Mars pourrait potentiellement venir au secours de la Terre si quelque chose tourne mal. Ou peut-être que la Terre pourrait venir au secours de Mars, mais avoir deux planètes, toutes deux autosuffisantes et fortes, sera, je pense, incroyablement important pour la survie à long terme de la civilisation. Toute civilisation donnée est susceptible de durer peut-être 10 fois plus longtemps, ou peut-être beaucoup plus longtemps, si c'est une civilisation multiplanétaire plutôt qu'une civilisation monoplanétaire. Car il y a toujours une chance que les humains fassent quelque chose de fou, comme la Troisième Guerre mondiale. Espérons que non. Mais c'est possible. Ou il pourrait y avoir un événement naturel, comme des météorites, ou des supervolcans, ou quelque chose que nous n'attendons pas. Et puis, si nous n'avons qu'une seule planète, ce serait la fin. Si nous avons deux planètes, nous continuons, puis nous allons au-delà de Mars, ultimement vers peut-être la ceinture d'astéroïdes, les lunes de Jupiter, et au-delà, et ultimement vers d'autres systèmes stellaires. Et nous pourrons être là, parmi les étoiles, rendant la science-fiction non plus de la fiction. Pour atteindre cet objectif, nous devons fabriquer des fusées rapidement réutilisables, afin que le coût par tonne vers Mars soit le plus bas possible. C'est essentiel. Pour cela, les fusées rapidement réutilisables, c'est en fait 4 R. C'est comme un pirate. C'est une fusée rapidement réutilisable et fiable. C'est la clé. Maintenant, félicitations à l'équipe SpaceX pour avoir fait d'incroyables progrès en capturant une fusée géante. C'est vraiment époustouflant que l'équipe SpaceX ait pu capturer le plus grand objet volant jamais fabriqué, plusieurs fois, en utilisant une méthode très nouvelle de capture avec des baguettes géantes. Using a very novel method of catching it out of the air with giant chopsticks. Avez-vous déjà vu ça ?
Félicitations encore, c'était un accomplissement incroyable. Donc, la raison pour laquelle nous le captons de cette façon, ce qui n'a jamais été fait auparavant, est de rendre la fusée rapidement réutilisable. Si elle devait atterrir sur des patins d'atterrissage, sur une plateforme d'atterrissage, nous devrions ensuite la ramasser, ranger les patins et la remettre sur la plateforme de lancement. Et c'est assez difficile à transporter un objet aussi grand. Mais si nous le captons avec la même tour qui est utilisée pour le mettre sur le pas de tir au départ, c'est le meilleur scénario pour une réutilisation rapide. Donc, il est espéré qu'il sera capturé par les mêmes bras qui l'ont placé sur l'anneau de lancement, et ensuite, il sera remis sur l'anneau de lancement immédiatement. Donc, en principe, le Super Heavy Booster peut être relancé en moins d'1 heure après l'atterrissage. Il revient en 5 ou 6 minutes, d'une manière ou d'une autre. Et puis, il est capturé par les bras de la tour, remis sur le pas de tir, et ensuite vous pouvez faire le plein de carburant en environ 30 à 40 minutes, et placer un vaisseau spatial dessus, et en principe, relancer l'ensemble du booster toutes les heures. Ou même 2 heures, pour donner un peu plus de temps. C'est la limite de la réutilisation rapide. Et puis la prochaine chose que nous devons faire est de capturer le vaisseau spatial aussi. Nous ne l'avons pas encore fait, mais nous le ferons. Donc, c'est ce que nous espérons démontrer plus tard, cette année, peut-être des 2 ou 3 mois, à partir de maintenant. Et puis le vaisseau serait placé sur le booster, et ensuite encore une fois, rempli de carburant et relancé. Avec le vaisseau, ça prend un peu plus de temps, car il doit faire quelques orbites autour de la Terre jusqu'à ce que la trajectoire au sol revienne au-dessus du pas de tir. Mais le vaisseau est également destiné à être ravitaillé plusieurs fois par jour. Voici le nouveau Raptor 3 qui est un moteur génial. Félicitations à l'équipe Raptor pour cela, c'est très excitant. Le Raptor 3 est conçu pour ne pas nécessiter de bouclier thermique de base, ce qui permet d'économiser beaucoup de masse en bas et améliore en fait la fiabilité. De sorte que s'il y a par exemple une petite fuite de carburant du moteur Raptor, elle s'écoulera simplement dans le plasma enflammé existant et n'aura pas vraiment d'importance. Alors qu'une fuite de carburant lorsque les moteurs sont contenus dans une boîte est une chose très effrayante en effet. Donc c'est le Raptor 3. Ça prendra probablement quelques essais, mais il y aura une augmentation massive de la capacité de charge utile, de l'efficacité du moteur et de la fiabilité. C'est vraiment un moteur révolutionnaire. Le Raptor 3 est vraiment, je dirais, une sorte de technologie extraterrestre de moteur de fusée. Les experts de l'industrie, quand nous leur avons montré une photo du Raptor 3, ont dit que ce moteur n'était pas complet. Nous avons alors répondu, voici le moteur, non terminé, fonctionnant à un niveau d'efficacité jamais atteint auparavant. Pour fabriquer un tel moteur, nous avons dû simplifier de nombreuses parties de sa conception, intégrer des circuits de fluides secondaires et de l'électronique dans la structure même du moteur. Tout est donc contenu et protégé. C'est une merveille d'ingénierie. L'une des autres technologies clés pour Mars est le transfert de Propergol en orbite. Vous pouvez imaginer cela comme le ravitaillement aérien pour les avions, mais dans ce cas, il s'agit du ravitaillement orbital de fusées, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Mais c'est techniquement réalisable. Il faut transférer du fluide d'une manière ou d'une autre. Cela doit être fait. Les deux Starships se rejoindraient, et un Starship transférerait du carburant et de l'oxygène. En fait, la majeure partie de la masse est de l'oxygène. C'est près de 80% d'oxygène qui est transféré, un peu plus de 20% de carburant. Vous enverriez donc un Starship en orbite, rempli de charges utiles, puis vous enverriez d'autres Starships pour recharger le Propergol de ce Starship. Une fois les réservoirs de Propergol presque pleins,
vous pouvez partir pour la Lune. C'est donc une technologie importante que nous devrions, nous l'espérons, démontrer l'année prochaine. L'un des problèmes les plus difficiles à résoudre est donc le bouclier thermique réutilisable. Personne n'a jamais développé un bouclier thermique orbital véritablement réutilisable. C'est extrêmement difficile à faire. Même le bouclier thermique de la navette nécessitait plusieurs mois de remise à neuf, de réparation des tuiles cassées et de test de chaque tuile. Car c'est un problème extrêmement difficile de résister à la chaleur et à la pression extrême de la rentrée. Les seules choses qui peuvent réellement supporter ce niveau de chaleur sont des céramiques avancées. En gros, le verre, l'alumine, certains types de carbone. Très peu peuvent survivre sans s'éroder, tomber ou se fissurer, et résister aux contraintes de la rentrée. Ce sera donc la première fois qu'un bouclier thermique orbital réutilisable est développé. Et il doit être, évidemment, extrêmement fiable. Nous travaillerons sur ce point pendant quelques années, je pense, pour continuer à perfectionner le bouclier thermique. C'est une chose très réalisable. Nous n'essayons donc pas de faire quelque chose d'irréalisable. C'est dans le domaine de la physique de le faire, juste une chose extraordinairement difficile à faire. Et l'atmosphère de Mars est du dioxyde de carbone, ce qui, au début, peut sembler mieux, mais en réalité, c'est pire. Parce que lorsque le CO2 se transforme en plasma, vous vous retrouvez en fait avec plus d'oxygène libre pénétrant dans une atmosphère martienne que dans une atmosphère terrestre. L'atmosphère terrestre ne contient qu'environ 20% d'oxygène, et l'atmosphère martienne finit par en contenir plus du double, voire le triple, si l'on considère que lorsque le CO2 devient un plasma, on obtient du carbone et de l'O2. Cela a tendance à oxyder le bouclier thermique, c'est-à-dire à le brûler. C'est pourquoi nous l'avons testé très rigoureusement dans une atmosphère de CO2, car il doit fonctionner non seulement pour la Terre, mais aussi pour Mars. Nous voulons utiliser le même bouclier thermique pour la Terre que celui que nous utilisons pour Mars, car de nombreux autres facteurs sont à prendre en compte avec le bouclier thermique, comme s'assurer que les tuiles ne se fissurent pas ou ne tombent pas, ou autre. Nous voulons donc avoir la même structure de bouclier thermique, le même matériau sur Terre et sur Mars, afin de pouvoir le tester des centaines de fois sur Terre avant d'aller sur Mars et d'être sûr que lorsqu'il ira sur Mars, il fonctionnera. Nous développons donc des Starships de nouvelle génération qui présentent un certain nombre d'améliorations par rapport à notre génération actuelle. Il est donc plus haut, par exemple. Et il a un meilleur étage intermédiaire entre le vaisseau et le propulseur. Lors de l'étagement à chaud, c'est-à-dire lorsque nous allumons les moteurs du vaisseau alors que les moteurs du propulseur sont encore en marche, la flamme des moteurs du vaisseau peut plus facilement sortir par les entretoises ouvertes du nouvel étage intermédiaire. Dans ce cas, nous ramènerons les entretoises, l'étage intermédiaire, avec nous au lieu de les jeter. Donc un peu plus de hauteur ici. 72 mètres contre environ 69. 72 meters from around 69. Capacité en propergol, je pense que nous allons probablement l'augmenter un peu, peut-être 3700 tonnes. À long terme, je suppose, nous serons peut-être à environ 4000 tonnes, et environ 8000. Ce sera probablement 8300. Cela continuera d'augmenter. Je suppose qu'au final, nous aurons 4000 tonnes ici, près de 1000 tonnes de poussée. Mais c'est en quelque sorte le niveau supérieur ou la prochaine version du Super Heavy. Donc, le propulseur aura l'air un peu nu en bas, car les moteurs Raptor 3 n'ont pas besoin de bouclier thermique. Donc, il aura l'air, il semble qu'il manque des pièces, mais c'est juste parce que le Raptor 3 n'a pas besoin de bouclier thermique. Donc il est juste là, debout dans un plasma enflammé. Mais il est beaucoup plus léger. Étage chaud intégré. Je trouve ça incroyable. Et puis le vaisseau est un peu plus long, plus performant, passant à 1500, 150 tonnes de capacité en propergol.
Je suppose que cela finira probablement par être 20% de plus à long terme. Vous pouvez voir que le bouclier thermique est plus élégant, avec des limites beaucoup plus lisses, car la limite du bouclier thermique allant vers le côté sous le vent est très lisse. Plus de tuiles déchiquetées. Je trouve ça très élégant. Dans cette version, nous avons toujours 6 moteurs, mais une version future en aura 9. Mais avec le Raptor 3, encore une fois, nous avons réduit la masse, ce qui permet une impulsion spécifique plus élevée. La version 3 du Starship est la version qui réunit tous les éléments clés. En général, pour toute nouvelle technologie, il faut 3 itérations majeures pour qu'elle fonctionne vraiment bien. Et avec le Raptor 3, le Starship et le Booster version 3, il devrait être capable de réaliser tout ce que je viens de mentionner, à savoir une fusée réutilisable, fiable et rapide avec un ravitaillement orbital. En fait, tous les ingrédients nécessaires pour rendre la vie multiplanétaire seront réunis avec la version 3 du Starship que nous visons à lancer pour la première fois à la fin de cette année. Oui, vous pouvez voir où en sont les choses sur la gauche. Où les choses seront à la fin de cette année au milieu. Et comme je le disais, où les choses seront probablement à long terme. Oui, 142 mètres. Celle du milieu sera entièrement capable d'aller sur Mars, et par la suite, il y aura beaucoup d'améliorations de performance. Comme ce fut le cas avec le Falcon 9, nous finissons toujours par rallonger la fusée et augmenter la charge utile. C'est le plan de jeu. C'est assez simple. Il est important de souligner que même avec la fusée que nous lancerons à la fin de cette année, elle sera capable de rendre la vie multiplanétaire. Et par la suite, il s'agira simplement de continuer à affiner l'efficacité et la capacité de la fusée, de réduire le coût par tonne et de réduire le coût par personne pour aller sur Mars. Et comme je l'ai dit, finalement, faire en sorte que quiconque souhaite aller sur Mars et aider à construire une nouvelle civilisation puisse le faire. Donc, n'importe qui là-bas? À quel point ce serait génial? Même si vous ne voulez pas le faire, peut-être avez-vous un fils ou une fille qui veut le faire, ou un ami qui veut le faire. Je pense que ce serait la meilleure aventure que l'on puisse faire, d'aller aider à construire une nouvelle civilisation sur une nouvelle planète. Donc oui, nous aurons finalement 42 moteurs, ce qui, c'était inévitable. Comme la prophétie l'avait annoncé par le grand prophète Douglas Adams dans son livre, Le Guide du voyageur galactique, la réponse au sens de la vie est 42. Et donc inévitablement, l'assemblage du Starship aura 42 moteurs. Et en termes de charge utile en orbite, ce qui est remarquable, c'est que c'est 200 tonnes de charge utile en orbite avec une réutilisation complète. C'est donc le double de la capacité de la fusée lunaire Saturn V. La fusée lunaire Saturn V était entièrement consommable. Le Starship est entièrement réutilisable, mais il aura 2 fois la charge utile en orbite par rapport à la plus grande fusée suivante qui a atteint l'orbite, qui est la Saturn V. En fait, sans réutilisabilité, le Starship aurait environ 400 tonnes de charge utile en orbite. Donc c'est une très grosse fusée, c'est ce que je veux dire. Mais il faut une grosse fusée pour rendre la vie multiplanétaire. En cours de route, nous pourrions faire des choses très intéressantes, comme avoir une base lunaire, comme la base lunaire Alpha. La prochaine étape après le programme Apollo serait d'avoir une base sur la Lune, afin de pouvoir avoir une gigantesque station scientifique menant des recherches sur la nature de l'univers sur la Lune. Ce serait très cool. Donc, en termes de quand pouvez-vous aller sur Mars, vous pouvez aller sur Mars tous les 2 ans, ou tous les 26 mois. La prochaine opportunité pour Mars est à la fin de l'année prochaine. Dans environ 18 mois, novembre, décembre est la prochaine opportunité pour Mars. Nous allons essayer de saisir cette opportunité. Si nous avons de la chance, je pense que nous avons probablement 50-50 de chance en ce moment, car nous devons trouver un moyen de ravitailler en orbite, afin d'avoir suffisamment de capacité pour aller sur Mars. Mais si nous réalisons le ravitaillement orbital à temps, alors nous lancerons le premier Starship sans équipage vers Mars à la fin de l'année prochaine. Ceci vous donne une illustration de la façon dont un vaisseau spatial va de la Terre à Mars. Vous avez la Terre bleue là, et Mars rouge.
Et, je veux dire, la distance réelle parcourue sur l'arc est proche de 1000 fois plus loin que la Lune. 1,000 times further than the moon. Donc vous ne pouvez pas simplement aller directement sur Mars, vous devez créer cette orbite elliptique avec la Terre à un point et Mars de l'autre côté à l'extrémité de l'ellipse, et ensuite chronométrer votre position dans cette ellipse pour intercepter Mars. Et ceci, donc c'est le transfert orbital, comment on fait un transfert orbital de la Terre vers Mars, et si vous regardez votre routeur Wi-Fi Starlink, vous verrez cette image. Earth to Mars. And if you look on your Starlink Wi-Fi router, Parce que l'Internet Starlink est ce qui est utilisé pour financer le voyage de l'humanité vers Mars. for humanity getting to Mars. Donc, je voudrais juste remercier tous ceux qui ont acheté Starlink, parce que vous aidez à assurer l'avenir de la civilisation et à rendre la vie multiplanétaire et à faire de l'humanité une civilisation spatiale. Merci. C'est un plan de jeu provisoire ici, où nous espérons atteindre, où nous augmentons la cadence des vols vers Mars de manière spectaculaire à chaque fenêtre de lancement. Of flights to Mars dramatically with every Donc, environ tous les 2 ans, roughly 2 years. nous augmentons considérablement le nombre de vaisseaux qui vont sur Mars pour finalement atteindre 1000 ou 2000 vaisseaux, vous savez, par rendez-vous avec Mars. À titre indicatif, ce ne sont que des suppositions évidemment, mais il faut environ 1 million de tonnes, c'est mon estimation, à la surface de Mars pour rendre une civilisation sur Mars autosuffisante. Et atteindre ce point critique où, si les navires de ravitaillement de la Terre cessent d'arriver pour une raison quelconque, Mars réussit toujours, Mars peut toujours croître. Et donc, vous ne pouvez rien manquer. Vous ne pouvez même pas manquer l'équivalent de la vitamine C ou quoi que ce soit. Vous devez avoir tout ce dont vous avez besoin pour que Mars se développe. Donc, mon estimation est d'environ 1 million de tonnes, mais cela pourrait être 10 millions de tonnes. J'espère que ce ne sera pas 100 millions de tonnes, ce serait beaucoup. Mais nous voulons essayer d'atteindre ce point et d'assurer l'avenir de la civilisation aussi rapidement que possible. Nous examinons différentes localisations. Le candidat principal actuel est la région d'Arcadia. Mars possède beaucoup de propriétés, mais si l'on combine tous les facteurs et que l'on se dit, d'accord, nous ne pouvons pas être trop près des pôles, nous devons être près de la glace d'eau, et cela ne doit pas être trop montagneux pour les fusées. For the rockets. Cela se réduit alors à une plus petite région. So Arcadia Donc Arcadia, et c'est en fait l'un des noms de ma fille, Arcadia, is one of the options. et c'est l'une des options. So Donc, nous avons les premiers Starships sur Mars, qui recueillent des données critiques sur le transit, l'entrée et l'atterrissage. Les premiers vols, nous les enverrons avec le robot Optimus, afin qu'il puisse aller explorer et préparer le chemin pour les humains. Et ce sera une image très cool si nous parvenons à l'obtenir. En lançant à la fin de l'année prochaine, il arriverait techniquement en 2027. Mais ce serait une image épique de voir Optimus se promener à la surface de Mars. on the surface of Mars. Et puis, 2 ans plus tard, nous enverrions des humains, en supposant que les premières missions soient réussies. Sending humans. Assuming the first missions are successful. S'ils atterrissent avec succès, nous enverrions des humains pour la mission suivante, et commencerions vraiment à construire l'infrastructure pour Mars. For Mars. So Donc, de toute façon, peut-être, juste pour être sûr, nous pourrions faire 2. to 2 épisodes d'atterrissage avec l'Optimus, et faire le 3e avec des humains. and do the third one with humans, we'll see. Nous verrons. Donc, cette image classique des travailleurs sur l'Empire State, Workers on the Empire State. et puis pour les communications sur Mars, nous utiliserons une version de Starlink pour fournir Internet sur Mars. Provide Internet on Mars. Oui, Yeah, so the, donc la vitesse de la lumière, même en se déplaçant à la vitesse de la lumière, votre meilleur scénario est d'environ 3 minutes et demie pour Mars, et le pire est de 22 minutes ou plus, car Mars est de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre. Mars is on the other side of the sun from Earth. So Donc, de toute façon, c'est assez difficile de faire des communications à haute bande passante avec Mars, mais Starlink y parviendra. we'll achieve that. Oui, et puis nous aurons les premiers humains qui jetteront les bases d'une présence permanente à la surface. Et oui, l'objectif, comme je l'ai dit, sera de rendre Mars autosuffisante le plus rapidement possible. So it's just a, C'est juste une sorte d'idée approximative de ce à quoi ressemblera la première ville sur Mars. my guess is Mon estimation est que nous placerons probablement les pas de lancement un peu plus loin, ou les zones d'atterrissage, juste au cas où. but for Mars Mais pour Mars, nous aurons besoin de beaucoup d'énergie solaire. power, you can't really walk around. On ne peut pas vraiment se promener à la surface de Mars, du moins pour l'instant, tant que Mars n'est pas terraformé pour ressembler à la Terre.
il faut se promener avec une combinaison martienne et être initialement dans des dômes de verre. Mais ça marcherait, et finalement nous pourrons faire de Mars une planète semblable à la Terre. Nous voulons arriver au point où nous transférons plus d'1 million de tonnes à chaque fenêtre de transfert martien, et alors ce sera une civilisation sérieuse. Un mégatonne par fenêtre de transfert. Donc oui, nous aurons beaucoup de spatioports. Du fait que vous ne pouvez pas y voler continuellement et que vous devez effectuer des transferts dans ces fenêtres, vous auriez un rassemblement de 1000 vaisseaux, ou 2000 vaisseaux, ou plus encore. Donc nous cherchons à avoir cette sorte de sensation, Battlestar Galactica, où tous ces vaisseaux sont en orbite, attendant de partir. Et regardez, je pense que c'est une image incroyable de tous ces vaisseaux partant en même temps. Et puis vous aurez besoin, évidemment, de beaucoup de pas de lancement, de beaucoup de zones d'atterrissage sur Mars, où vous devrez déplacer les vaisseaux de la zone d'atterrissage assez rapidement. Si vous avez quelques milliers de vaisseaux entrants, vous aurez probablement besoin d'au moins quelques centaines de zones d'atterrissage. De toute façon, nous résoudrons ce problème plus tard. Donc, oui, c'est quelque chose d'incroyable d'avoir cette ville étonnante sur Mars, la première ville sur une autre planète. Un nouveau monde. Et c'est aussi une opportunité, je pense, pour les Martiens de repenser la façon dont ils veulent que la civilisation soit. Vous pouvez donc peut-être repenser quel type de gouvernement vous voulez, quelles nouvelles règles vous voulez avoir. Alors, d'accord. Faisons-le. Merci à tous.